L'hebdo politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo politique. Nous sommes ensemble comme chaque dimanche pendant 30 minutes. Et ce soir, je reçois Eddy Haït. Il est conseiller régional d'Île-de-France et président de la fédération yvelinoise du PRG, le parti radical de gauche. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Eddy Haït, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 42 ans. Après avoir été assistant parlementaire au Parlement européen, vous obtenez votre premier mandat. C'est en mars 2004. Vous êtes élu conseiller régional d'Île-de-France. Vous y siégez toujours d'ailleurs en tant que président du groupe radical. Vous avez également été maire de Carrières-sous-Poissy. C'était entre 2008 et 2014. Et vous êtes maintenant conseiller municipal de cette même ville dans l'opposition. L'hebdo politique, Véronique de la Maisonneuve. Alors on vient de fêter les 6 mois d'Emmanuel Macron à la tête de l'État. Quel regard vous portez sur ce début de mandat ? Comment vous pourriez le qualifier ? D'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre invitation. Moi, je suis très attaché aux médias locaux et aux radios associatives en particulier. Et Radio Sensation porte cette philosophie-là. Donc merci à vous d'être ici et de nous permettre de nous exprimer. Je voudrais dire en préambule que je ne fais pas partie de ceux qui... parce qu'ils seraient en désaccord sur tel ou tel point de la politique gouvernementale, souhaiteraient l'échec du président Macron. Moi, je suis très attaché à la réussite de mon pays et je souhaite que le gouvernement en place aujourd'hui puisse entendre mieux peut-être ce qui s'exprime, mais en tout cas réussir davantage. Donc on peut tirer un bilan, on va être honnête, assez mitigé de ce qui est fait aujourd'hui. Le président a donné un ton, celui de l'action. Néanmoins, il rencontre un problème de popularité. Aujourd'hui, ce qui est qualifié parfois par certains de brutalité de ces réformes est incomprise. Et il est vrai qu'un certain nombre de ces mesures n'étaient pas adaptées. Je pense à la réduction des APL, à la suppression des emplois aidés, des choses qui déstructurent un peu un pacte de cohésion. Et à l'inverse... il resacralise la fonction, il redonne une force, une hauteur de vue, et moi je suis assez séduit par son ambition européenne déjà, mais il y a un gros travail pour qu'il puisse convaincre, et aujourd'hui ça n'est pas chose faite, et c'est pas chose facile non plus. Comment se situe le PRG ? D'abord, est-ce qu'il doit se situer ? Est-ce que les autres partis doivent se situer par rapport à En Marche et par rapport au président ? Alors cette question est intéressante, puisque l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République le 7 mai a quand même été... un grand moment de chamboule-tout. La recomposition voulue ou attendue, ou pas du tout souhaitée, est en marche. C'est le cas de le dire. Les partis traditionnels se questionnent, ont pour certains complètement été dynamités de l'intérieur. Le PRG, lui, est en pleine recomposition. Il travaille à la constitution d'une force politique nouvelle avec ce que nous appelons nos cousins de l'autre rive, le parti radical dit valoisien. Mais nous devons encore clarifier un certain nombre de points, car aujourd'hui le compte n'y est pas, mais nous souhaitons une force indépendante, humaniste, laïque, progressiste et européenne. Nous avons 2 ministres au gouvernement aujourd'hui, ce qui pourrait sous-entendre un soutien total du PRG au gouvernement, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Il y a aujourd'hui ministre de la cohésion territoriale, Jacques Mézard, et Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Ils portent à leur façon la philosophie du PRG et par loyauté restent solidaires de ce gouvernement, et on les soutient là, bien évidemment, mais ce qui n'empêche pas d'avoir un regard critique. Je pense que le président Macron ne peut pas souhaiter qu'une seule voix seulement s'exprime. La France est un pays qui bouge, qui aime le tumulte, qui aime déborder, et donc il faut que le président l'entende. Il a une présidence que certains jugent tranquille dans le sens où elle rassure, pour ça qu'il plaît à une grande partie de l'électorat de droite, que certains n'auraient jamais imaginé faire même le quart de ce qu'il fait aujourd'hui. Mais il faut qu'on s'y retrouve, et c'est pas simple. On peut pas, parce qu'on souhaite que les gens dépassent le clivage droite-gauche, se dire que il suffit de le décréter pour que ça prenne sens et que ça prenne vie. Voilà. Alors revenons un peu justement sur ces réformes, notamment celles qui font grincer des dents. Vous parliez des contrats, des emplois aidés, qui ont été totalement supprimés, à quelques exceptions près. Vous êtes un élu local, vous êtes en contact avec les associations tous les jours, j'imagine. Quel regard vous portez, encore une fois, sur cette suppression ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Lui-même dit que ce sont des emplois qui sont inutiles.
Vous partagez ça? Je pense que les propos ont été durs pour qualifier les contrats aidés, les emplois aidés, mais surtout les hommes et les femmes qui les occupaient. Parce qu'au-delà d'un dispositif dont on pouvait d'ailleurs légitimement critiquer le fonctionnement, est-ce qu'il était vraiment évalué, est-ce que les formations étaient abouties, enfin, il aurait fallu une phase de diagnostic, une phase d'évaluation et pas simplement l'empilement des différents rapports qui ont pu être rendus sur le sujet. Il fallait prendre le temps d'un débat, je pense que ça a été assez brutal et puis ça ne faisait pas particulièrement des engagements de campagne du président Macron. Il y a eu un certain nombre d'allers-retours. Moi, j'avais même saisi la ministre du Travail et je déplore que la réponse fournie, certes de 3 pages, n'était qu'une réponse type envoyée à tout type de solliciteurs. Donc, je suis pas convaincu par la réponse qui m'a été apportée. Et je pense que la République a aussi ça, qu'elle incarne un modèle social. Et ces contrats aidés permettaient, pour des chômeurs de longue durée, pour des jeunes en formation, de retrouver un accès à l'emploi et donc à une vie sociale, à une utilité sociale. Et je crois que c'est notre modèle républicain, plus qu'un autre, qui doit le garantir. Donc là, une grande maladresse, une certaine brutalité. J'aurais aimé un vrai débat de fond sur les emplois aidés, et puis qu'on sorte de l'hypocrisie quand on a entendu tous ces maires de droite qui critiquaient la suppression des emplois aidés alors que c'était les premiers à les dénoncer sous la gauche. Donc ça n'était pas très raisonnable. Bon, voilà, le président a profité, je dirais, d'un vide un petit peu politique pour faire passer cette mesure-là. Moi, je suis pas convaincu, là-dessus un peu déçu. Il est aussi très critiqué sur sa façon de faire, vous en avez un petit peu parlé, notamment par exemple sur ses emplois aidés. Il assume. Il ne parle pas de renégocier, il ne parle pas, même s'il entend des voix discordantes. C'est un problème pour vous? Ah ça, il est droit dans ses bottes. On ne peut pas lui faire ce reproche. On a beaucoup critiqué François Hollande sur les tergiversations, sur les hésitations. Emmanuel Macron ne donne pas du tout cette impression-là. Il est déterminé, il est rigoureux, il est travailleur. Pas dire que François Hollande ne l'était pas, mais il y a une incarnation de la fonction qui aujourd'hui interpelle et suscite soit de la séduction, soit de la crainte. Certains l'accusent de dérive césariste du pouvoir et on peut en parler. Il y a une volonté quand même de recentrer le pouvoir, de concentrer la décision en un seul endroit. Les réformes sur la suppression des députés, les critiques à l'attention des élus locaux font quand même qu'on peut s'interroger sur la gouvernance qui est en place. Moi, je suis là-dessus, parce que je suis historien de formation, un petit peu inquiet sur la tonalité qui est donnée. Bon, je pense qu'il n'y a pas de raison d'en douter. Emmanuel Macron est un profond démocrate et il l'a prouvé par son parcours. Il s'est soumis à une règle du jeu qui était celle de l'élection, mais il ne doit pas oublier que la République française s'est aussi construite à travers ses contradictions, ses débats et les expressions plurielles et diverses. Voilà. Alors, l'actualité aussi, c'est de penser à ces 2 ans de terrorisme qui ont touché la France. Et donc, il y a 2 ans, ces journées du Bataclan et du Stade de France. Il a été aussi pas mal critiqué avec la suppression de ce secrétariat d'État aux victimes. Certaines familles de victimes n'ont même pas voulu être dans ces anniversaires. Est-ce que c'était une bonne chose ou pas? Est-ce que c'est une faute aussi, là, une maladresse? Il est vrai que le gouvernement de Manuel Valls avait instauré un secrétariat d'État aux droits des victimes. Tout de suite après le Bataclan. Tout de suite après le Bataclan. Une réponse politique à une situation d'urgence, situation psychologique de grandes attentes. Il a, Emmanuel Macron, préféré un modèle plus traditionnel et réglementaire et conforme à ce que l'appareil de l'État sait faire, c'est-à-dire il a mis en place un délégué interministériel à l'aide aux victimes. Bon. La question, je dirais, elle n'est pas celle de l'outil, elle est celle de la réponse, de l'attention portée aux victimes et de l'accompagnement des familles dans la souffrance qui est toujours là. Et puis rien ne leur fera retrouver celles et ceux qu'ils ont perdus au Bataclan, au Stade de France ou dans tous les endroits où malheureusement le drame a été au rendez-vous. La lutte contre le terrorisme, elle est vraiment l'affaire de tous. C'est-à-dire dans sa chair quand on a été confronté à la perte d'un ami, d'un membre de sa famille, mais aussi dans la charge de citoyenneté qu'on doit exprimer. Pour ça que moi, j'ai une grande satisfaction à ce qu'on soit sorti de l'état d'urgence et en même temps une crainte à ce qu'on ait fait rentrer dans le droit commun des mesures d'exception et d'une justice un peu accélérée, sans vrai débat public sur ce que ça voulait dire à partir depuis le 1er novembre et la loi antiterroriste qui est entrée en vigueur à ce moment-là. Donc voilà, je considère qu'il faut, sur la lutte contre le terrorisme, assumer un débat public et en même temps accepter que l'État, qui est garant de notre souveraineté, donc qui a une part de responsabilité à nous protéger et les moyens de le faire. Voilà. Moi, j'ai aussi une pensée pour les forces de l'ordre qui sont depuis des années mobilisées sur le terrain au prix de leur famille et pour certains attaqués physiquement et pour certains assassinés avec la plus grande sauvagerie. Donc je pense que voilà, c'est cette
lutte contre le terrorisme nous a permis de montrer quand même que notre nation restait soudée et que nos forces de l'ordre avaient une mission qui était essentielle, celle de nous protéger. Mais la sortie de l'état d'urgence, c'est une bonne chose. Il le fallait. Il fallait en sortir, mais cette sortie ne peut avoir un sens que si elle aide à reconstruire, c'est-à-dire reconstruire un débat, reconstruire un cadre de confiance et de sécurité partagée. Je pense que là, on est allé trop vite sur le débat parlementaire sous prétexte d'urgence à légiférer pour que la loi soit proclamée le 1er novembre. On n'a pas entendu, on n'a pas pesé véritablement l'importance de mettre sur la table, et d'où les incompréhensions à l'occasion du triste anniversaire du Bataclan, où certains, effectivement, membres des familles des victimes n'ont pas souhaité être présents, mais on a aussi tous en tête les images pleines d'émotion du président de la République face aux victimes. Je veux dire, on peut avoir tous les reproches, on peut être victime de toutes les critiques, la réalité de l'émotion sur l'instant est là, elle est réelle, et je veux dire, on ne peut pas être insensible à cela, mais ça ne suffit pas non plus, on n'est pas dans le pathos, on n'est pas simplement dans la réaction. La responsabilité d'un président de la République est très grande dans ces moments-là. Autre sujet qu'il a abordé et qu'il a fait avancer très vite cet été, c'est la transparence Il a même fait voter une loi sur la transparence de la vie politique. Y avait-il besoin, d'après vous, vous êtes dans ce milieu politique depuis des années, localement et nationalement, y avait-il besoin de ça? En tout cas, pour les Français, oui, je pense que ça a marqué. Je pense que la campagne présidentielle et les affaires autour d'une candidature, notamment celle de François Fillon, pour pas la citer, ont créé un traumatisme. Et il y avait besoin, je dirais, d'exprimer ou de formuler une réponse. Et cette loi sur la confiance, je ne sais plus le terme qui lui a été donné, sur la transparence de la vie politique, était une réponse. On oublie quand même que le quinquennat précédent avait déjà fait un énorme travail sur la transparence de la vie politique, avec la loi de 2013 sous François Hollande. Il y avait eu déjà un gros travail de fait qui cadrait beaucoup les choses. Voilà. Maintenant, il est évident qu'il existe des mailles dans le filet, que tout le monde peut profiter d'un système si on considère qu'on est là pour en profiter. Mais ça concerne combien d'élus par rapport à un ensemble qui fait son travail, par rapport à un ensemble qui agit en silence, au service, qui souvent n'a qu'un mérite, c'est celui d'être à portée d'engueulade et de s'en prendre toute la journée, de citoyens qui ne comprennent plus vraiment ce qui se passe. Et je rappelle que 80% des conseillers municipaux ne sont pas indemnisés en France. Donc notre démocratie représentative n'est pas un coût. Elle est une nécessité aujourd'hui pour rassurer que chaque citoyen se retrouve, notamment dans le processus. Et pourtant, les scandales se multiplient, pas seulement dans la vie politique. Et voilà, on vient de voir encore le Paradise Papers. Cette histoire d'évasion fiscale, on a l'impression que tous les présidents s'y sont attelés. Depuis, on a vu récemment à la télévision que même Giscard d'Estaing, dans les années 70, en parlait. On a eu Nicolas Sarkozy, on a eu François Hollande, tout le monde en parle. Et ça continue. Il y a deux Comment choses. est-ce possible ? Il y a ce qui est du ressort de la légalité et ce qui est souligné parfois quand on dénonce le scandale des paradis fiscaux ou de l'évasion fiscale n'est pas forcément un acte illégal, mais une forme d'optimisation fiscale qui interpelle et qui interroge le citoyen sur la moralité de celle ou de celui qui le fait. C'est un montage financier pour pouvoir échapper. Et donc oui, il y a un problème de responsabilité collective à comprendre que la richesse créée à un endroit est destinée en partie à être distribuée au même endroit. Moi, ce qui m'interpelle le plus dans l'évasion fiscale, qu'elle soit légale ou illégale, c'est le coup de poignard qu'elle donne aux services publics en France. C'est autant d'argent en moins pour des services du quotidien, des services utiles au public, et donc aux Français, qui lui, pour le coup, quand il a 1 semaine ou 2 jours de retard pour sa taxe d'habitation, sa taxe foncière ou autre, se fait rappeler à l'ordre sans aucun ménagement. Donc je considère que là-dessus, encore plus que sur la transparence de la vie politique, on doit être exemplaire, parce que tout repose sur le principe du consentement à l'impôt. Est-ce qu'on peut réellement nettoyer ça ? Est-ce qu'on peut réellement éradiquer ? Il y a quand même un certain nombre d'organisations internationales qui ont émis des préconisations. Il faut un petit peu de courage des gouvernements. Et là, si l'Europe doit prouver son utilité, c'est bien sûr un sujet comme celui-là. Et je crois qu'il faudrait prendre de la même façon qu'on a pris le sujet de la lutte contre le terrorisme, le sujet de la lutte contre les dérèglements climatiques, celui de l'évasion fiscale doit être pris avec le plus grand des sérieux. Une dernière question sur l'actualité nationale. On parlait des 6 mois d'Emmanuel Macron, mais ils viennent après 5 ans de François Hollande. Est-ce que vous pensez que c'était un quinquennat qui a fait avancer la France ?
Ou peut-être vous allez me dire c'est trop tôt pour en parler. Celui de François Hollande, vous Oui. voulez dire? Moi, j'ai un profond respect pour l'homme parce je pense qu'il a été injustement attaqué sur sa personne, sur son style. Ça fait partie, il est vrai, des champs aujourd'hui d'interpellation. Le Français considère qu'il veut un Français, qu'il veut un président avec telle ou telle image, et quand il s'y retrouve pas, n'hésite pas à le dire. Et aujourd'hui, la parole est très libérée, que ce soit les chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, en reprise, en nouvelle dynamique, si c'est dû en grande partie à Emmanuel Macron, ça repose quand même sur des bases de redressement, des bases de bilan. On peut avoir l'impression personnelle que l'on veut sur le président François Hollande. Son quinquennat a été celui de la réduction des déficits, de la maîtrise des dépenses de l'Élysée. Il n'a pas hésité à faire voter des lois sur le renforcement de la transparence de la vie politique. Il y a quand même des choses à mettre au bilan. On ne peut pas tout jeter simplement parce que l'homme, à tel moment ou à tel endroit, n'a pas été au rendez-vous de l'incarnation. Et ça, je lui fais ce reproche-là. C'est que notre République a besoin d'incarnation et d'un certain charisme. Et il a manqué là-dessus, je pense. Voilà, et les Français ne s'y sont pas retrouvés. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. La deuxième partie de cette hebdo politique où je reçois Eddy Haït. Alors vous avez lancé il y a quelques jours l'idée d'un référendum local sur la question de l'accueil des gens du voyage. Pourquoi ? Il y a un problème réel dans les Yvelines en général et sur certains secteurs en particulier, le sud Yvelines et la boucle de Seine, dite boucle de Chanteloup, sur l'accueil et la sédentarisation des gens du voyage. Depuis des années, on reporte, alors que les schémas départementaux ont été votés, révisés, revotés, révisés et re-revotés, rien n'avance. Ici ou là, des aires d'accueil semi-sédentaires qui sont faites par des communes, mais sur les aires de grand passage, rien n'avance. Tous les élus fuient devant leurs responsabilités, soit parce que l'élection approche, soit parce que les moyens manquent, enfin, à chaque fois, on trouve une excuse. Et pour assumer ce débat-là, pour dire à la population pourquoi il faut trouver une solution, et aussi répondre à ses craintes, parce qu'on ne va pas se mentir, le sédentaire ne comprend pas la vie du nomade, et pourtant le droit... Il lui fait peur. Oui, mais le droit à la diversité de l'habitat est un droit constitutionnel. Vous avez le droit de vivre en caravane quand vous avez le droit de vivre en pavillon de banlieue. C'est votre choix, c'est votre liberté. Seulement, tant qu'on laissera courir les fantasmes, les idées reçues, et qu'on laissera s'installer l'incompréhension, on n'y arrivera pas. Donc moi, je pense que pour créer un débat et le rendre pluriel et partager sur ses conclusions, il faut un référendum local. Alors il faudra qu'il soit organisé avec une certaine sérénité, dans un cadre qui permet l'expression républicaine, mais surtout tolérante la plus large possible. Récemment encore, à Carrière-sous-Poissy, une grande réunion publique a été organisée, environ 60-80 personnes y ont participé, et en sortant de là, j'ai constaté une chose, il n'y a pas eu un seul propos qu'on pourrait dire discriminatoire ou raciste à l'encontre de la communauté des gens du voyage. Mais à l'inverse, on fait le parallèle entre l'augmentation des cambriolages ici, on dit mais quand même, ils ne payent pas comme nous, d'où vient l'argent pour acheter les voitures, etc. Bon, on sent bien quand même que le mythe du voleur de poule est toujours un petit peu là. Et je pense qu'il faut arrêter, il faut grandir, chacun doit assumer sa charge de responsabilité et de citoyenneté, et l'élu ne doit plus fuir. Moi j'avoue que parfois, il a été plus facile quand j'étais en responsabilité, non pas d'accompagner, mais de laisser faire la colère citoyenne, que de dire ça suffit, c'est comme ça. Bon, après c'est rajouter des questions d'ordre financier, des questions d'ordre liées au foncier, à sa maîtrise. Maintenant, aujourd'hui, il faut arrêter. Là, on annonce pour 2020-2021 la prochaine ère sur le secteur de Chanteloup, Triel, Carrière, Andrézy. Qui va croire qu'en 2020, pendant l'année électorale et un an avant les régionales, on va engager la réalisation d'une aire de grand passage. Est-ce qu'un maire sortant ou un maire candidat, potentiellement aspirant à la fonction, va porter ça dans un engagement de campagne? Donc, à chaque fois, on reporte, voilà. Et là, peut-être que l'État manque à ses obligations et doit davantage imposer. Oui, il faut de la démocratie locale, oui, les élus sont l'émanation du suffrage, mais en même temps, l'État, il est là pour équilibrer et réguler. Voilà. Et sur ces questions-là, je pense que l'État n'est pas totalement à la hauteur. Alors je le disais en vous présentant, vous êtes élu régional également. Un des points qui intéresse beaucoup les franciliens, c'est les transports, que ce soit les transports sur le rail que sur la route. Alors commençons sur les rails, avec tous les soucis qu'il y a de retard, tous les soucis de confort de ces lignes. On a su, il y a quelques jours, là, cette semaine, qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, la région avait mis en place un système de bonus-malus pour justement, en cas de retard sur les lignes,
Bref, est-ce qu'il faut que la région Île-de-France soit un peu plus ferme avec la SNCF pour que les franciliens soient mieux traités? Alors, vous prenez l'exemple de Rhône-Alpes pour le bonus-malus. Les élus PRG de Normandie viennent d'interpeller Hervé Morin pour demander la même mesure. La même chose. Voilà, donc nous y travaillons, nous, à la région Île-de-France, mais néanmoins, ce que vous dites montre à quel point il faut sortir de la posture politicienne sur la question des transports. Parce qu'on n'est pas là pour dire j'ai mieux fait que le voisin ou le voisin a moins bien fait que moi. Il s'agit de se dire comment on fait pour le coup véritablement ensemble pour que le matin, celui qui décide de prendre le train, le RER ou qui fait du multimodal avec le bus, le métro, n'ait pas à subir de suppression de train, des métros surchargés, un bus pas propre ou pas adapté aujourd'hui à la connectique ou polluant, et qui arrive à son travail après 2 heures, stressé, dans un état d'angoisse et de fatigue qui ne lui permet même pas de répondre aux objectifs de productivité de sa boîte. Et après, on nous explique qu'il faut des espaces de coworking, etc. Donc on prend le truc à l'envers pour dire faisons en sorte que nos cadres ne bougent plus, parce que de toute façon, quand ils arrivent, ils sont stressés avec la voiture individuelle. Bon. Ça, c'est une réalité. Valérie Pécresse a eu le mérite de dire on va tout chambouler, tout bousculer, on lance la révolution des transports. Bon, elle a été élue en décembre 2015, on est en novembre 2017. La densification urbaine en Île-de-France, la population, la démographie qui augmente, la réalité financière, la réalité industrielle fait que la situation ne s'est pas arrangée, elle s'est aggravée aujourd'hui. Voilà. J'ai vu récemment au Japon que la société de chemin de fer s'est excusée parce qu'un train est parti 20 secondes en avance. Chez nous, on ne s'excuse même pas. L'information est assez déficiente quand il y en a une, ou approximative. On sent bien parfois la chaîne des conducteurs quand ils essayent d'expliquer quelque chose et qu'ils n'ont pas les phrases types et qu'ils ne savent pas trop quoi dire. Donc je pense que là, il faut quand même comprendre que les axes routiers ne pourront pas absorber davantage de voitures. On peut encore les travailler, c'est-à-dire utiliser les bandes d'arrêt d'urgence, ça commence à se faire. Travailler sur le transport collectif, le covoiturage. Il faudrait passer en réalité en voiture de 1,7 passagers à 1,2 pour réduire les bouchons d'une proportion assez importante. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais il y a des projections qui sont faites. Se rajoute là-dessus la politique volontarisme et très critiquée de la maire de Paris qui a créé toute une psychose. Donc aujourd'hui, personne n'est à la hauteur de l'enjeu sur la question des transports et je le dis très sincèrement, personne n'a aujourd'hui de vraies réponses. Une des réponses, j'allais dire, vous me coupez mon effet, une des réponses, ça serait peut-être la ligne 18, cette fameuse ligne qui reliera Orly à Versailles, je crois, en passant par Saint-Quentin. On dit ces derniers temps qu'elle va peut-être pas aboutir et vous êtes ému de tout ça avec d'autres élus locaux. C'est une des solutions pour l'avenir, cette ligne 18 ? La ligne 18, et c'est important qu'elle existe. Ouais, la ligne 18, elle a un objectif, donc c'est Orly à Versailles en passant par Palaiseau. Elle n'a un sens que si elle est réalisée dans son intégralité et qu'on arrive à 2024 à ce qu'elle soit livrée. Elle viendra désengorger le RER B. Et si j'étais sensible à cette situation et que dès le 7 octobre, j'ai appelé à ce que les élus se rassemblent, c'est parce que dans mon secteur des Yvelines, nous avons le même souci avec Éole qui doit venir désengorger le RER A. Et le RER A, c'est une arlésienne aussi. D'année en année, on nous explique qu'on prend des années supplémentaires de retard. Et on devra arriver à 2022, 2024 de la même façon. Là aussi, si les collectivités territoriales pêchent, alors que nous sommes dans des équipements d'intérêt généraux et qu'il faut vraiment doter l'Île-de-France, puisqu'on en a fait un pôle de densification urbaine, un pôle de développement économique, il faut que l'État, à travers peut-être une réforme du Grand Paris, alors ça le président veut s'y atteler, mais en suscitant beaucoup d'inquiétudes, plus qu'il n'a rassuré, que l'État dise voilà, maintenant je fixe des priorités. Et ces lignes de transport, elles sont essentielles aujourd'hui. C'est le transport qui accompagne le logement accompagne l'emploi, et l'emploi accompagne la croissance et le développement. Et donc on ne peut pas continuer comme ça en reportant d'année en année. On est en cycle électoral tous les 2 ans, donc il faut y arriver. Moi je salue la mobilisation des élus du secteur pour la ligne 18. Maintenant, il va falloir peser et que le financement soit bien au rendez-vous. Là-dessus, ça me paraît évident. Et nous, on a la même inquiétude sur Éole, et je leur demande la même solidarité sur Éole d'ailleurs, et qu'ils puissent se mobiliser de la même façon. Une dernière question plus personnelle. Vous êtes présenté au sénatorial il y a quelques semaines maintenant. Vous avez été battu assez sèchement. Oui. C'est une défaite marquante pour vous et pour le PRG, ou bien c'était simplement pour que justement vos idées existent dans le débat ? Alors battu, ça sous-entendait que j'avais une capacité à gagner, ce qui n'était pas Vous possible, êtes et nous le parti savions. avec cette idée-là, oui. Pourquoi nous avons fait cela ? C'est parce que nous étions dans une démarche de réaffirmation de l'indépendance de ce que nous étions. J'ai évoqué
au début de mon propos, que le PRG est en recomposition politique sur la voie de l'indépendance. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'allier avec tel ou tel. Voilà, nous avons un congrès le 9 décembre. Nous souhaitons marquer cette indépendance et nous l'avons fait, nous l'assumons. Par rapport à la réalité en nombre d'élus qui est la nôtre sur le département, nous avons multiplié par 4 notre potentiel. Donc moi, je m'en félicite. C'est évidemment très insuffisant, mais il faut reconnaître que la campagne de Gérard Larcher a été brillante. Il réalise un score exceptionnel. Certains qui espéraient, je pense à la liste Modem, avec un maire, président de l'association des maires ruraux, fait même pas 100 voix. Un sénateur sortant, Philippe Esnol, pour pas le citer, fait à peine plus que nous. Donc la réalité, c'est qu'il y avait quasiment pas d'espace et que si le sénateur aujourd'hui En Marche est élu, il le doit en grande partie à des élus socialistes qui se sont reportés sur son nom en désaccord profond avec les choix qui ont pu être faits dans le camp de la gauche. Voilà. Maintenant, moi, c'est une réalité. Moi, donc j'ai vous pas vous êtes de... présenté pour faire vivre vos idées ? Non, c'est présenté pour, faire vivre nos idées. Parce que cette élection nous permettait d'avoir un discours fort auprès des élus et nous étions là-dessus, puisqu'on expliquait le positionnement qui pouvait être celui du PRG vis-à-vis du gouvernement, en profond désaccord avec les attaques portées aux collectivités territoriales. Moi, je le réaffirme, là, pour le coup, je suis très en colère sur ce que porte comme aspiration le président de la République pour les collectivités territoriales. J'espère que le congrès des maires qui s'ouvre très prochainement sera l'occasion de rectifier le titre. Notamment. Oui. Mais espérons que le président, qui d'ailleurs va recevoir plus de 1500 maires mardi ou mercredi prochain, avant l'ouverture du congrès des maires, puisse vraiment apporter les réponses attendues. Un maire est au service de sa population, qu'il soit de droite, de gauche ou du centre. Il n'a qu'une envie, c'est de servir l'intérêt général. Merci beaucoup, Eddy Haït, d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de cet hebdo politique. Vous pourrez retrouver l'émission en podcast audio et vidéo. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Au revoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.